Parfois appelée également château, la Villa Laurent se singularise. Elle se situe sur le domaine de Belle-Île, entre l'Hérault et le canal du Midi. Son décor éclectique ont été conçus par Emmanuel Laurens à partir de 1898. La villa elle-même a été acquise par la ville d'Agde en 1994. Son inscription au titre des monuments historiques a été effective à partir de 1996. Elle est gérée actuellement par la communauté d'agglomération Hérault-Méditerranée. L'étude avant restauration a duré plus de 10 ans et sa restauration a débuté en 2017. Elle se termine actuellement et son ouverture au public est prévue pour juin 2023. Alors, on aimerait en savoir un petit peu plus sur Emmanuel Laurens. Pardon, ça va trop vite. Voilà. Le commanditaire et finalement le créateur de cette villa. Emmanuel Laurens est né le 14 octobre 1873 et a grandi dans une famille agatoise bourgeoise et cultivée. Il s'est inscrit à la faculté de médecine de Montpellier en 1892 et parallèlement fréquente les milieux artistiques et avant-gardistes de la ville grâce à ses amis Ernest et Louis Azéma. Il se lie à l'artiste Léon Covy qui participera à la décoration de la villa. Il entreprend un voyage qui va le mener de la Russie aux provinces du Caucase et reviendra par Vienne, très influencé par l'effervescence artistique de la sécession viennoise. À son retour, il hérite soudainement de l'intégralité des biens de la fortune d'un cousin éloigné de la branche maternelle, le baron Emmanuel de Fontenay. Cet héritage se compose de terres, d'entreprises, de rentes, un quai au port de Marseille, des magasins en Afrique et à Ceylan. Et donc, à 24 ans, Emmanuel Laurens se trouve à la tête d'une immense fortune et surtout du domaine familial de Belle-Île à Agde. Il interrompt ses études et partage son temps entre Paris et la Méditerranée, qu'il va sillonner au bord d'un bateau qu'il a acquis à Barcelone. Il voyage partout en Orient, fait de longues escales en Égypte, à Gibraltar, Malte, Chypre, Alexandrie, Aden, puis l'océan Indien, l'Inde, la Chine. Il va parcourir l'Inde visitant Calcutta, Bénarès, Agra, Delhi, Jaipur, Bombay et Ceylan. Il fait des haltes à Djibouti, aux Seychelles et en Asie centrale. Toutes ces influences, une partie de ces influences vont venir nourrir le décor de la villa. La personnalité mystérieuse et anticonformiste d'Emmanuel Laurens va s'exprimer au travers de la réalisation d'une maison toute à son image, la Villa Laurens. Il mettra en scène tous ses souvenirs dans un décor flamboyant et avant-gardiste. Voici une photo ancienne du salon mauresque avec du mobilier, dont des petites tables de Carlo Bugatti. Les photographies d'époque témoignent de ce goût de la mise en scène, de la théâtralisation, de toute la maison et aussi de ses occupants. Nous le verrons un petit peu plus tard. Il rencontrera, voici, les occupants, vous voyez, déguisés. Vous voyez de grands vases chinois. Je vais peut-être utiliser la flèche. Ouais. Hop, ici. Et ici, déguisés les habitants de la villa, dont Emmanuel Laurens. Alors, il rencontrera la cantatrice Louise Blot, qu'il épousera vers 1920 et pour laquelle, finalement, on a l'impression qu'il a fait construire l'extension du salon de musique. Dans les années 20, il va reprendre ses études de médecine et achèvera son doctorat, mais il n'exercera jamais. À partir de l'entre-deux-guerres, il devra, complètement ruiné, renoncer à son mode de vie fastueux. La demeure est réquisitionnée en 1942 par les troupes allemandes, qui y laisseront des traces de leur passage par de nombreux graffitis. Au décès d'Emmanuel Laurens, en 1959, la villa qui avait été vendue en viager sombre peu à peu dans l'oubli. Faute de rénovation, elle est abandonnée. Les dernières recherches montrent que la villa a rapidement été construite grâce à des méthodes modernes, grâce à du béton coulé. Apparemment, il aura suffi d'1 année pour en bâtir la structure. Le coulage des terrasses remonte à 1899. L'architecte est vraisemblablement le Montpelliérain Jacques Février, qui a construit un immeuble à Montpellier, au 60 avenue Georges Clémenceau, et surtout le monument aux morts sur l'esplanade Charles de Gaulle. Le décor intérieur de la villa est globalement d'inspiration Art Nouveau, mais recèle nombre de références à des cultures anciennes ou lointaines, Orient, Égypte, Inde, Chine ou Japon.
en référence aussi à tous ces voyages. La salle de bain que vous voyez à droite, orientalisante, avec une baignoire piscine, est décorée de faïences provenant des ateliers de Sarreguemines. Elle est due à Eugène Simas. Les petits appartements qui y sont liés sont signés Eugène Simas et Théophile L'aumônerie. Le décor peint était attribué au peintre marseillais Eugène Dufour, issu d'une famille provençale de décorateurs et de peintres. L'indice qui a servi à attribuer ce décor à Dufour est une facture de l'entreprise familiale de peinture datant du 20 mai 1901. Alors, concernant l'organisation du décor, nous avons, je parlerai pour les éléments égyptiens. Les éléments égyptiens, on va les retrouver, égyptisants, on va les retrouver en façade, tout ce qui concernera les portes et les fenêtres sur la façade extérieure, ce côté-ci et ici. À l'intérieur, nous trouverons un décor égyptisant avec des frises le long du vestibule, également dans une partie des murs vers le dégagement ici de l'atrium. Dans le couloir, on trouvera des éléments également dans le salon de musique. Puis ensuite, le point d'orgue se situera dans l'escalier avec une grande fresque historiée. À l'étage, au second étage, le décor égyptien prendra place sur les murs ici de cet espace au-dessus de l'atrium et surtout dans le laboratoire. Voilà, ça ce seront les éléments. Tout au-dessus, sur le toit terrasse, on trouvera également un belvédère de type égyptisant. Donc la Villa Lawrence, au bord de l'Hérault, est comme la métaphore de la villa d'un Orient fantasmé, une villa au bord du Nil. Les voyageurs, artistes, archéologues, hommes d'affaires qui ont voyagé dans l'Orient de la deuxième moitié du XIXe siècle en ont rapporté des images idéalisées d'un mode de vie complètement différent, d'une architecture singulière, riche en ornements, en espaces de réception ouverts. Les images de l'Antiquité égyptienne et de l'Orient, popularisées par des albums comme la description de l'Égypte évidemment, mais aussi et surtout à cette époque le recueil en couleurs de Prise d'Aven, mêlé au récit des voyageurs et à la diffusion des premières photographies et des lithographies de David Roberts, montrent effectivement, ont véhiculé cette idée romantique et utopique d'une villa-palais au bord du Nil, sur le modèle des temples au bord du Nil. Ici, je montre le kiosque de Trajan, donc une reproduction d'une litho de David Roberts, et en dessous, évidemment, l'hôtel Marriott au début du siècle. Et là aussi, on retrouve cette idée un petit peu romantique de la villa au bord du Nil. Donc un palais idyllique qui faisait rêver les voyageurs. Vue de l'extérieur, la villa apparaît au premier regard comme une demeure palladienne ou une villa néoclassique qui rappelle par exemple la villa Ellenrock de Charles Garnier à Juan-les-Pins. Mais lorsqu'on regarde en détail la façade, nombre d'éléments viennent rompre le classicisme et vont inviter le spectateur à analyser un décor original et fantaisiste. Voici la façade du bâtiment. La façade du bâtiment repose sur un haut socle traité en bossage de pierre lave avec un perron et pourvu d'une colonnade de marbre noir, qui sont toutes deux des pierres locales. L'impression de verticalité due à la colonnade imposante est neutralisée finalement par ce socle haut. Les colonnes de marbre marquent un rythme irrégulier en fonction de l'ouverture des baies. Un petit peu à la manière de l'ordre français de Claude Perrault qui a réalisé la colonnade du Louvre. En fait, chaque entrecolonnement laisse voir une porte-fenêtre ou une porte. Alors, ce qui nous intéresse, c'est aussi la question de l'ornement végétal. Ici, l'Art nouveau et beaucoup d'artistes, d'architectes et décorateurs de la fin du XIXe siècle montrent un goût prononcé pour l'ornement végétal. Des recueils entiers déclinent des motifs végétaux à leur attention, comme celui de Lewis Day ou plus tard celui de Pilar Verneuil. Cet engouement émane des théories de Viollet-le-Duc sur l'architecture et l'ornement qui prônent un retour aux racines de l'art médiéval et antique, que le courant de l'Art nouveau va exploiter avec enthousiasme et créativité. Dans l'Égypte ancienne, source d'inspiration d'une partie non négligeable du décor de la villa, l'ornement végétal est omniprésent. Il remonte
dans l'Antiquité à l'invention de l'architecture, à la protohistoire, lorsque les premiers édifices étaient faits de faisceaux de papyrus, de roseaux ou de palmiers tressés. D'un rôle fonctionnel, le végétal est devenu ornement dans l'Égypte pharaonique, transcrit sur pierre. À l'époque de la Villa Lorrain, l'inverse s'est produit puisque les architectes, là des formes fonctionnelles classiques, étaient à la recherche de nouveaux codes décoratifs pour se réinventer, misant sur l'ornement plus que sur les structures. Alors les portes-fenêtres et égyptisantes du corps du bâtiment principal. La Villa Lorrain propose une interprétation à l'égyptienne, avec un parti pris original dans le choix des décors et un jeu de tendance avant-gardiste pour l'époque. Il n'en est pas du tout de même pour d'autres bâtiments de cette époque qui conservent une vision bien plus historicisante de l'Antiquité, comme par exemple la Villa Kérylos ou l'école de Bendorf en Autriche, qui préfère un simple copier-coller des albums en vogue, comme celui de Prise d'Aven, au travers d'une réalisation égyptomaniaque, fidèle au modèle antique, sans jouer avec l'esprit du temps. En comparaison, la force et la dimension artistique de la Villa Lorrain n'en apparaissent que davantage. Parées de marbre noir, les colonnes du péristyle et les montants de porte s'ouvrent sur la porte principale, porte à l'égyptienne, comme vous pouvez le voir ici, mais pas tout à fait. En fait, presque à l'égyptienne, puisque la lourde corniche moulurée, ce qui n'est pas le cas dans l'Égypte ancienne, supporte les dormants de la porte, traités pour rendre l'aspect d'une corniche à gorge, sans utiliser la moulure concave, mais plutôt une superposition de moulures classiques. Alors, la question de la restitution des couleurs. Le projet initial d'Emmanuel Laurens et les artistes en charge du projet de la villa avaient choisi des bandeaux rouges pour encadrer les portes-fenêtres et souligner les motifs végétaux. Quelques années plus tard, Emmanuel Laurens décide de les faire repeindre de la même couleur que l'encadrement de porte, donnant plus de corps à ces portes-fenêtres qui paraissaient trop minces et hautes et dont la corniche à l'égyptienne prédominait, donnant un effet dérangeant de perspective. Alors ici, j'ai simulé l'ancien modèle qui donnait un aspect vraiment dérangeant à la perspective, et ensuite, là, avec la restauration actuelle et le choix définitif d'Emmanuel Laurens, donc cette couleur claire. Alors, le décor végétal, composé dans l'Égypte antique d'immenses tiges de papyrus autour desquelles s'enroule le cobra Wadjit, n'est présent qu'à des périodes tardives, plutôt à partir de la troisième période intermédiaire. C'est ce que vous voyez sur l'image de gauche, ou à l'époque ptolémaïque. On le retrouve par exemple encadrant les portes, les murs d'entrecolonnement ou naos dans les temples de Dendera, Edfou, Philae ou Kalabcha. Le motif a été détourné à la Villa Lorrain, ce que vous voyez à droite, faisant abstraction du cobra, mais conservant le caractère longiligne entrelacé des végétaux. Se succèdent sur la façade extérieure des feuilles d'arôme ou de lotus. À l'intérieur, dans le vestibule, le motif est réutilisé avec des fleurs de lotus, tandis qu'à l'étage, le motif perdure, signant la cohérence et la continuité du programme décoratif dans la Villa Lorrain. Voici les décors entre chaque porte-fenêtre. Entre chaque porte-fenêtre, l'espace laissé utilise également des motifs complètement égyptisants. Vous pouvez voir à gauche donc, ce qu'on peut voir à la Villa Lorrain et ce que l'on peut voir, par exemple, si on regarde les albums de Prise d'Aven avec la frise du temple de Montou à Karnak. Donc ça, c'est assez, les similitudes, ce sont seulement des similitudes, c'est vraiment de l'inspiration et pas du copier-coller. En haut du mur de la façade, court une frise, celle-ci, qui présente structurellement l'enchaînement d'une frise dorique, on dirait une alternance de triglyphes métopes. Les métopes semblent ornées d'un insecte. On pourrait penser aux mouches stylisées, le collier de la reine à Hautep, quelque chose comme ça. On pourrait penser à ça. Et également, mais la forme de l'insecte ne correspond pas exactement. Certains détails morphologiques nous amènent à une interprétation bien différente, puisqu'il pourrait s'agir de la représentation d'une cigale, comme le suggère la forme des ailes. Sa couleur verte pourrait même indiquer qu'il s'agit d'une cigale juste après leur mue. Vous pouvez voir ça sur la photo en bas à droite. Donc c'est très intéressant, si ce motif s'avère bien être une cigale, la présence de la cigale à la Villa Lorrain prendrait tout son sens, symbole de la Méditerranée pour les modernes, mais aussi, compte tenu de l'intérêt d'Emmanuel Laurens pour la musique, la création du salon de musique, d'Apollon et de la musique pour les anciens Grecs.
effectivement, la cigale, on faisait des offrandes de cigales pour Apollon, en l'hommage d'Apollon. Le motif de la frise, correspondant au triglyphe de la frise dorique, ressemble plutôt qu'un triglyphe, à un groupe de 3 colonnes papyriformes qui s'apparentent au signe hiéroglyphique M125 que je fais figurer juste en bas à droite. Alors, les fenêtres. Ici, nous avons tous les éléments égyptisants. Nous avons donc sur la terrasse sud porte et fenêtres à l'égyptienne, les portes de la terrasse sud avant restauration avec une corniche à gorge et un ornement végétal. Et ensuite, sur la façade du corps de bâtiment côté est, des fenêtres toujours égyptisantes. En revanche, on va voir, diapositive suivante, hors du corps principal du bâtiment, les portes et fenêtres sur la terrasse nord de la villa ou sur la façade nord du laboratoire jouxtant le salon de musique, on s'aperçoit qu'on a des fenêtres en forme d'arc parabolique. Et là, on découvre une influence du modernisme catalan. Je vous montrerai un petit peu plus tard une fenêtre du Palais Güell d'Anton Gaudi qui justement, c'est vraiment le copier-coller des fenêtres en forme d'arc parabolique. Au sud, on va trouver, dernière image en bas à droite, le caractère néoclassique avec des fenêtres plutôt néoclassiques de style purement méditerranéen. Alors à l'intérieur, le choix du décor est un décor peint à même le mur. Ce sont des peintures murales. Dans l'Égypte antique, l'usage exclusif du décor peint, sans relief sculpté, existe bien, mais se trouve dans l'ornement de tombes, à partir du Nouvel Empire, dans de rares fragments de palais, par exemple le palais de Malkata, et d'habitations, à Deir el-Médineh, par exemple. En effet, le plus souvent, les vestiges antiques montrent plutôt des bas-reliefs peints, ou dont les couleurs ont aujourd'hui disparu. Les motifs relevés dans les manuels d'ornement, dans les grands atlas égyptologiques du XIXe siècle, ne tiennent pas toujours compte de ces aspects. Ils ont été collectés et dessinés par différentes mains, qui les ont interprétés, parfois enjolivés. Cette première interprétation des motifs laisse place à une seconde, à la Villa Laurent, que les artistes déclineront et enrichiront avec l'originalité et l'impulsion créative du mouvement de l'Art Nouveau. Nous allons voir ça. Dès l'entrée. Alors, dès l'entrée, le décor sur fond rouge plonge le spectateur plutôt dans une atmosphère d'une villa pompéienne, peut-être un décor théâtral, digne d'une scène d'opéra, comme c'est très en vogue en cette fin XIXe siècle. Au premier regard, rien d'égyptien, puisque le fond rouge n'est employé en Égypte, ni pour le décor des temples, ni pour celui des tombes, ni même dans les vestiges des habitations. Les murs, ornés de motifs végétaux entrelacés, sont typiquement Art Nouveau. Cependant, la friche du registre supérieur, près du plafond, évoque bien l'Égypte. Il s'agit d'une succession de bucranes, alternant avec un motif végétal. La tête du bovidé est stylisée, utilisant des aplats de couleurs vertes et jaunes, soulignés d'un contour rouge avec des yeux rouges, tandis que la rosette, placée entre les cornes, est verte avec des détails rouges. Les cornes s'entremêlent avec les motifs végétaux qui s'intercalent entre chaque bucrane. Le motif du crâne ou de la tête de bovidé, entre les cornes duquel se trouve une rosette, cette dernière étant parfois assimilée à un disque solaire, évoque bien sûr la déesse Hathor. Mais c'est aussi un motif utilisé au Proche-Orient dès le IIIe millénaire et en Égypte dès le prédynastique, pour le cas du bucrane seul. Dans tous les cas, avec une signification apotropaïque. En ce qui concerne le motif peint ressemblant à celui de notre décor, les plus semblables se rencontrent dans les décors peints des tombes égyptiennes de la XVIIIe dynastie, ou dans celui du palais d'Aménophis III à Melkata, connu par seulement quelques fragments. Le motif égyptien est répétitif et semble être toujours lié à l'ornement d'un plafond, à la manière d'un papier peint et non d'une frise comme à la Villa Laurence. Le motif peint à l'égyptienne figure dans le recueil d'Owen Jones, qui semble l'avoir puisé dans celui de Prise d'Aven. J'ai remarqué de nombreuses fois que les motifs du recueil d'ornements d'Owen Jones étaient souvent puisés directement dans le recueil de Prise d'Aven. Donc les décorateurs ont forcément eu accès à l'un ou à l'autre. En écho à la frise des cigales, il peut aussi s'agir d'une allusion à une tradition locale, la tradition taurine de la région. Béziers est à 2 pas. Le grand vestibule. Le décor théâtral à l'atmosphère pompéienne se poursuit dans le grand vestibule, dont tout le décor, comme dans l'entrée, s'offre sur fond rouge.
Il est rythmé par 4 portes à battants doubles qui s'inspirent toujours de la porte égyptienne, surmontée d'une corniche à gorge, d'une double corniche à gorge, très complexe. Et donc, les murs sont ornés de 3 registres de frises végétales aux influences égyptiennes et orientales. Donc, vous voyez à chaque fois les comparaisons avec ce que j'ai pu trouver dans les albums de Prys d'Aven ou d'Owen Jones. Toutes les comparaisons étaient effectuées avec ce qu'on pouvait connaître à l'époque, c'est-à-dire que j'ai considéré, comme postulat de départ pour l'étude de ce décor, de ne considérer que ce que l'on connaissait en cette fin de 19e. Alors, cette variante du motif des feuilles encadrant, donc c'est ce qui se trouve complètement à droite, encadrant les dormants de la porte entrée et des portes-fenêtres sous le péristyle, montre qu'il existe véritablement une unité stylistique égyptisante récurrente avec l'emploi systématique de corniches à gorge associées au motif végétal. Donc, continuité entre l'extérieur et l'intérieur. Ici, une vue avant restauration. Donc nous sommes ici. Pardon. Le décor théâtral à l'atmosphère pompéienne se prolonge dans l'atrium, baigné de lumière par la verrière du second étage. Un bassin en marbre blanc va imiter l'impluvium et des colonnes de marbre rose au fulis sont dotées d'un chapiteau d'ordre toscan qui vont structurer l'espace. Certains détails décoratifs sont égyptisants, tandis que d'autres vont faire référence à l'Orient ancien et médiéval, réinterprétant des motifs assyriens, achéménides ou islamiques. L'atmosphère évoque aussi une scène d'opéra orientalisante très en vogue en cette fin de 19e siècle. Les pilastres d'angle, à l'angle des murs séparant le vestibule de l'atrium, mais également de part et d'autre de la porte de la salle à manger, se trouvent de faux pilastres d'angle peint, délimitant 2 espaces. La colonne peinte est composite, surmontée d'un chapiteau papyriforme, suggéré par ses contours peints, avec un motif de lotus doré en son centre. Son fût est fasciculé, emprunté directement à des modèles égyptiens, et pourtant, sa base campaniforme n'est pas du tout dans la tradition égyptienne et pourrait davantage provenir de colonnes achéménides, comme celle de Persépolis ou de l'architecture arabe. Les 3 exemples égyptiens sont des colonnettes de construction en bois représentées dans des tombes du Nouvel Empire. Le premier provient de la tombe de Nébabon et Pouki, le deuxième exemple d'une tombe inconnue de la 18e dynastie à Thèbes. Les murs de l'atrium, sur les murs de l'atrium se trouvent différentes compositions florales et des représentations d'arbres. Les compositions florales évoquent les bouquets montés égyptiens ou encore les plantes ou arbres ou fleurs des reliefs assyriens. L'égyptologue suisse Ludwig Keimer avait étudié ces bouquets dans les années 20 et avait constaté des analogies ethnographiques avec les bouquets que l'on pouvait acheter alors dans les rues de Sousse en Tunisie. Ces compositions florales sur les murs de la ville Laurens peuvent aussi évoquer celles des villas pompéiennes, complètement à droite, vous pouvez voir dans le recueil de motifs de décor, qui les utilisent comme des ornements de pilastres, séparant des scènes figurées plus complexes. La grande similarité des couleurs avec l'exemple d'Owen Jones est frappante. Le décor des bouquets montés se prolonge dans le couloir menant au salon de musique, sans variation, toujours sur fond rouge. La thématique des bouquets montés va réapparaître, comme vous pouvez le voir à droite, dans le décor de la cage d'escalier au niveau du premier étage, sur la paroi contiguë à celle de la fresque japonisante qui est surmontée d'une frise avec la déesse Ishtar Astarté. 2 mots sur le salon mauresque maintenant. La première image vous montre le salon mauresque en cours de restauration. La photo date de 2021. L'espace précédemment décrit comme étant l'atrium d'une villa pompéienne avec ses murs rouges peut être aussi compris complètement différemment dans la perspective du salon mauresque. Cet espace peut être interprété comme la mandara d'une habitation égyptienne médiévale. Il s'agit d'un espace de réception destiné aux hommes, situé au rez-de-chaussée d'une demeure et qui se présente comme un salon ouvert sur un hall disposant d'une fontaine, le plus souvent en forme de T. Cette disposition particulière de la mandara était en vogue dans les belles demeures kérotes, mais également réintroduite et réinterprétée dans les demeures des excentriques européens, comme celle de Pierre Loti avec son salon turc, que vous pouvez voir à droite, en haut, et également, par exemple, dans le salon et fumoir du Waldorf Astoria Hotel de New York. L'originalité du château Laurens est l'éclectisme de son décor, mêlant et intégrant l'image du salon oriental, très en vogue à l'époque,
de la mandara à l'idée de la villa pompéienne et aux motifs antiquisants. Le salon était orné de tentures et de mobilier orientalisant, réalisé par Carlo Bigatti, à l'image justement de celui utilisé pour le fumoir du salon turc du Waldorf Astoria Hotel de New York, dont une photographie va montrer les similitudes. Passons maintenant au salon de musique. Voici le salon de musique. Donc le long couloir rouge avec les bouquets montés va mener au salon de musique. Ce dernier va présenter une rupture dans le programme décoratif de la Villa Lorentz. Il semble plus tardif et paraît d'une autre main, d'une toute autre conception. Le plafond doré du salon de musique est orné de motifs d'ocelles de plumes de paon, alternant avec de larges fleurs de lotus roses et blanches. Le motif du plumage de paon avec ses ocelles était apprécié par les artistes de l'Art Nouveau, on le sait, notamment la Villa Bergeret à Nancy, ou simplement sur les planches du recueil de Pilar Verneuil dans son ouvrage sur les motifs animaliers. En revanche, la combinaison des motifs de l'ocelle de plume de paon et de la fleur de lotus ne se retrouvera non pas en Égypte, mais plutôt chez des artistes indiens du XVIIIe siècle, ceux notamment qui ont construit et décoré le palais Chandra Mahal à Jaipur, où l'on sait que Emmanuel Lorentz, on sait qu'il a été à Jaipur. Les hautes fenêtres du salon de musique, munies de vitraux, adaptent la forme d'un arc parabolique, faisant écho aux baies et fenêtres du laboratoire, donc un petit peu cette allusion au modernisme catalan, comme le Palais Güell de Gaudi à Barcelone, dont je vous parlais. La partie basse des murs du salon de musique présente des panneaux de lambris de bois qui reprennent de manière stylisée le motif des ocelles de paon. Un décor complexe peint sur plusieurs registres va se dérouler sur le dernier tiers de la hauteur des parois. Une frise égyptisante prend place entre les vitraux et au-dessus de chaque vitrail. Et au-dessus de chaque vitrail est représentée une femme, chauve-souris peut-être, aux ailes déployées, semblant protéger le luminaire attaché à une défense d'éléphant. Elle est surmontée de deux figures féminines sibyllines, sortes de gardiennes voilées. Ces motifs se répètent à chaque fenêtre, et tout en haut près du plafond, une même scène se répète. Des femmes, dans un camélier de bleu, semblent fuir. L'une d'elles tenant une lyre de couleur orangée. Le bas de la scène se fond dans un drapé jaune-orangé qui pourrait constituer la traîne de la tenue des gardiennes. Passons maintenant à la frise égyptisante en elle-même et à son interprétation. La frise égyptisante se caractérise par une composition atypique. Le registre du bas, constitué d'une simple frise géométrique de triangle jaune. Juste au-dessus sont représentés des groupes de 3 cobras levés sur leur quai à la manière d'un uréus, 2 sont de profil et 1 de face. Les disques solaires sont placés derrière eux. Il s'agit d'une évocation vraiment très libre du motif de l'uréus, dans la mesure où le disque solaire n'est jamais figuré petit ni placé derrière le plastron du cobra. Et jamais leurs gueules ne convergent les unes vers les autres lorsqu'ils sont représentés en diade, triade ou frise. Dans le temple funéraire d'Hatchepsout, à Der el-Bahari, une frise de cobra, les figures de profil portant la couronne d'Hathor à la place du simple disque solaire. Mais ils sont tous trois orientés dans la même direction. En revanche, dans un exemple égyptien de la tombe de Khénamon, connue dès le XIXe siècle et recensée par Prise d'Avel, présente une composition comparable avec 4 têtes de faucons de profil et une au centre de face. C'est la seule comparaison finalement structurelle que j'ai pu trouver. La représentation classique du disque solaire, duquel sortent 2 cobras, peut également constituer un parallèle intéressant. Celle que nous avons choisie se trouve dans la niche du Mamisit d'Endera et date de l'époque romaine. Pour compléter ces comparaisons, le décor d'une corniche du temple de Karnak datant du règne de Ramsès I figure également 2 cobras symétriques. Quant au motif central, inclus dans un médaillon, il évoque une sorte de pilier de jade déstructuré, même si cette interprétation ne me paraît guère satisfaisante. En revanche, l'idée du motif égyptien est pourtant prégnante, puisque l'association d'un pilier de jade, du disque solaire et des cobras est récurrente dans l'iconographie égyptienne, avec un choix de motifs symétriques. Comme dans l'exemple de la peinture d'époque romaine, que vous voyez au centre, provenant de Touna el-Gebel, qui figure 2 cobras dressés de part et d'autre d'un pilier de jade. On le voit encore mieux sur l'exemple provenant d'un scarabée du Metropolitan Museum, où 2 cobras couronnés du disque solaire se font face, encadrant un pilier de jade. La signification de ce type de décor est protectrice, comme très souvent dans l'Égypte ancienne. La question des femmes chauves-souris, ou femmes oiseaux peut-être. Elles paraissent protégées de leurs ailes les luminaires sortant des défenses d'éléphants, sorte de gardiennes du salon de musique. Au nombre de 10, elles ne sont pas présentes dans l'axe des portes du bâtiment. La thématique de la femme chauve-souris, mystérieuse et sulfureuse, est abordée dans la peinture du XIXe siècle par le courant symboliste.
En témoigne par exemple une peinture d'Albert-Joseph Pénaud, La femme chauve-souris, figurant une femme nue possédant des ailes de chauve-souris très réalistes, mais dans une hybridation qui paraît relativement peu convaincante. À la Villa Lorens, la figure est beaucoup plus fruste. Les ailes évoquent la chauve-souris, mais sont si stylisées qu'elles pourraient tout aussi bien être des plumes. Et l'on pourrait envisager l'hypothèse d'une femme oiseau. La tête de la femme, les yeux clos, semble porter une coiffe ou une cagoule. Le personnage évoque également les dessins de costumes pour les spectacles, comme celui dessiné par RT pour une allégorie du Nil dans un spectacle, que vous pouvez voir complètement à droite. L'Antiquité, si l'on réfléchit un petit peu, l'Antiquité présente aussi des créatures hybrides de ce type, des femmes oiseaux, qui répondent bien au modèle de ce style de figure féminine énigmatique. Dans le monde grec, par exemple, les sirènes étaient des femmes oiseaux. Et selon la tradition homérique, au nombre de 3, elles habitaient dans le détroit de Messine en Sicile, étaient dotées d'un talent musical exceptionnel, ça conviendrait bien à l'ambiance du salon de musique, et séduisaient par leur chant, leur lyre et leur flûte les marins, en désorientant pour les paralyser et les précipiter mortellement sur les récifs. Seul Ulysse, par son ingéniosité, leur échappa avec son équipage. Les représentations de sirènes sont couramment peintes sur les vases grecs ou sculptées sur notamment les anses d'un chaudron en bronze que je ne peux pas vous montrer parce que je n'ai pas le copyright pour la photo. Il s'agit tout particulièrement d'une thématique en relation avec le monde musical qui serait bien adapté au décor du salon de musique. Mais l'Égypte pharaonique atteste également de créatures femmes-oiseaux, avec une iconographie très proche de la sirène grecque. L'oiseau bas, que vous pouvez voir par exemple en bas, dans un exemple en or du British Museum, du Metropolitan Museum. Et donc un oiseau à tête humaine. Par ailleurs, l'exemple qui nous paraît aussi très pertinent est celui d'un groupe de 4 divinités féminines ailées, gardiennes du sarcophage royal, Isis, Nephthys, Neit et Selkis, représentées ainsi à partir de la 18e dynastie sur les sarcophages, comme vous pouvez le voir en bas à droite. Donc ces figures énigmatiques, on n'arrive pas très bien à savoir. En tout cas, le déploiement des ailes semble être l'aspect protecteur de ces figures. Revenons, sortons du salon de musique et dirigeons-nous à l'angle de l'atrium et de la première volée d'escalier. Il se trouve un dernier motif de style oriental, une vigne que je ne détaillerai pas ici. Juste au-dessus de ce dernier tableau, dans les coinçons d'un petit arc en ogive, un panneau représente 2 coqs enchevêtrés, à la manière d'un blason, ce que vous pouvez voir en bas à gauche. Oui, à la manière d'un blason, répondant au décor égyptisant du plafond. J'ai besoin de cette flèche et je ne sais pas bien. Voilà. En fait, ce décor-ci répond au décor ici. Donc c'est cet aspect héraldique à la manière d'un blason qui répond au décor égyptisant du plafond avec les grands oiseaux et le cartouche vide. Cette représentation des oiseaux héraldiques, donc celle qui est en bas, rappelle celle que l'on peut voir dans le palais du thé à Mantoue, qui date du XVIe siècle, dont vous voyez ici, un exemple. Complètement à droite, vous voyez un exemple du salon avant restauration et le salon restauré à gauche. La cage d'escalier, excusez-moi. En montant l'escalier, le décor change et devient typiquement égyptien. Un premier tableau sur le palier, après les 3 premières marches, monte de part et d'autre de l'angle du mur. Une fleur de papyrus qui évoque les éventails larges et courts employés en Égypte, faits de fibres de plumes, et une longue tige de roseau surmontée de sa fleur paniculée, qui ressemble par sa forme à un type de chasse-mouche qui était originellement en plume d'autruche. Ce que vous pouvez voir ici. Voyez donc les comparaisons. Mais ce qui est très original, c'est ceci. Voici donc ce motif. Alors, hop, le voici, donc cette scène, ici. Et ce que l'on voit, c'est-à-dire que ici, la longue tige qui se trouve dans l'angle se termine, en fait, sur la trompe de la voûte qui imite à nouveau la même forme que les fleurs éventail. Donc un jeu subtil entre décor peint et décor sculpté. Ici, pour comprendre mieux le motif, j'ai redonné les couleurs
pour ces couleurs-là. Je les ai appliquées ici par ordinateur pour montrer en fait l'effet recherché. La fresque historiée. La montée de l'escalier se caractérise par un décor historié. Il est unique, en rupture avec les frises répétitives qui se succèdent depuis l'entrée pour former le point d'orgue dans la décoration égyptienne de la villa. Une femme est assise sur un siège, bras levés et tenant un bouquet de fleurs de lotus en bouton. Différents critères iconographiques que nous allons détailler font d'elle une représentation de Cléopâtre. Partiellement dissimulée par ses bras, sa tête arbore la coiffe Nérette, coiffe des reines. Cléopâtre est souvent représentée ainsi depuis l'Antiquité. Cette coiffe associe celle qui la porte à Nekhbet et Mout, déesses vautours guerrières, protectrices et maternelles, qui vont protéger la reine en étendant leurs ailes. Elle peut également être portée par la déesse Isis. Les peintres du XIXe, comme Alexandre Cabanel, ont également choisi de représenter Cléopâtre avec cette couronne. Donc je vous montre une succession d'exemples de la reine coiffée de la coiffe Nérette. Elle est également parée d'un collier Ouzer, large collier en or à plusieurs rangs, qui était également un symbole protecteur. À demi nue, sa tenue n'est qu'un simple pagne, une sorte de ceinture ornée d'une boucle carrée qui va rappeler les pectoraux de la joaillerie égyptienne. Elle possède des bracelets de cheville. Ces derniers ornements sont plus le fruit de l'imagination de l'artiste, souhaitant retranscrire un Orient fantasmé plus qu'une référence exacte au costume égyptien. Voici dans son intégralité. Alors, Cléopâtre est assise sur un siège élégant, stylisé, et dont le dossier se termine par une fleur de papyrus. Ce type de siège est très librement inspiré du mobilier égyptien, qui est plutôt assez massif. Cependant, à l'époque amarnienne, comme on peut le voir sur la deuxième scène vers la droite, à l'époque amarnienne, un mobilier un petit peu plus léger figuré. L'art amarnien a certainement davantage attiré et influencé les artistes de la fin du XIXe siècle grâce à son style fluide et élancé et son goût pour le naturalisme. La posture de Cléopâtre, assise sur un siège bras levés et tenant un bouquet de lotus, s'inspire à la fois des représentations de tombes, gestes d'offrande, et procède aussi de la mythologie moderne du personnage, qui se révèle particulièrement riche en cette fin du XIXe siècle. La position de Cléopâtre à la Villa Lawrence paraît calquée sur la posture utilisée par Félicien Rops pour la Grande Lyre, que vous voyez au centre, un frontispice réalisé pour les poésies de Mallarmé. Cléopâtre a également été représentée assise sur un trône par Gustave Moreau, mais pas les bras levés. Plus curieusement, elle va apparaître sur un siège égyptien à pattes de lion, les bras levés, se tordant de douleur et d'effroi au moment de sa mort, un serpent sur sa poitrine, sculpté pour la manufacture de Sèvres par Eugène Frémiet. On le trouve dans le catalogue Égyptomania, et c'est un des rares exemples où elle est nue, elle porte les bracelets de cheville, elle est finalement assez semblable à la Cléopâtre, dans l'esprit, à la Cléopâtre de la Villa Lawrence. La figure de la Villa Lawrence est un mélange de représentations codifiées, issues du répertoire iconographique égyptien et réinterprétées. La reine ou la défunte est assise sur un siège, mais en ce cas dans l'Égypte antique, elle n'a jamais les bras levés. D'autres représentations montrent la défunte ou la reine faisant une offrande bras levés, mais en ce cas, elle n'est jamais assise dans l'Égypte antique. Les conventions de dessin ont poussé les artistes égyptiens à trouver des solutions pour représenter la perspective et faire se détacher le sujet d'un fond ou reproduire une posture complexe. Il en est de même pour l'artiste qui a peint la peinture murale de la Villa Lawrence, qui devait trouver une réponse graphique pour faire ressortir les contours complexes de la figure de Cléopâtre assise. En Égypte, dans les tombes peintes, les corps humains sont soulignés d'un trait de contour plus foncé que la carnation, notamment lorsqu'un bras ou une jambe passe devant l'autre, pour ne pas nuire à la lecture de l'image. Les anciens Égyptiens représentaient les humains et les animaux sans connaître les lois de la perspective, mais avaient recours à des conventions graphiques de représentation en utilisant une synthèse de projection profil-face. En voulant réaliser cette figure égyptienne, l'artiste du XIXe s'est trouvé face à une problématique difficile, respecter un style égyptien afin qu'il soit évident et identifiable, et tenter de composer avec les notions de perspective qu'il a l'habitude d'utiliser intuitivement. Le choix de l'incision des contours a permis de laisser le visage, le bras et les jambes de Cléopâtre interprétables, tout en gardant le corps presque entièrement de profil, hormis le buste qui est représenté de 3/4. Quant aux jambes, il a fallu jouer subtilement au niveau du genou et des chevilles pour suggérer la seconde jambe à l'arrière, restée à demi cachée.
Les peintres égyptiens avaient pour leur part choisi de toujours figurer la jambe du second plan avancée vers l'avant, comme vous pouvez voir sur l'exemple de droite. Ensuite, la reine Cléopâtre, historique, est une reine lagide, Cléopâtre VII, et la légende qui l'entoure, ses relations avec Jules César et Marc-Antoine en nous fait un personnage mythique, une femme fatale, héroïne de la littérature, de la musique et des arts, qui a connu une popularité très importante dans la deuxième moitié du XIXe siècle. La mode Cléopâtre s'illustrise un peu partout dans les arts. Avec une Cléopâtre de Victorien Sardou, pièce de théâtre dans laquelle Sarah Bernard va incarner une Cléopâtre des temps modernes. Un peu plus tard, un ballet de Fokine mettra en scène une Cléopâtre avec des costumes de Léon Bakst en 1909, et Georges Méliès a même tourné un court-métrage intitulé Cléopâtre en 1899 avec Jeanne d'Alcy. Ou encore Victor Massé qui réalisait en 1885 un opéra titré Cléopâtre d'après une nouvelle de Théophile Gautier. Bien des peintres également ont choisi de représenter la mort de Cléopâtre, mais certains d'entre eux, comme Gustave Moreau, ont préféré représenter la reine vivante, assise presque nue sur un haut trône massif. Le courant symboliste et les œuvres de Gustave Moreau ont suscité toute l'attention des artistes de l'Art Nouveau et de l'art d'Antou. Cette pose qu'a choisie le décorateur du château Lorrains, c'est celle-ci. Quant à Alexandre Cabanel, pour sa toile Cléopâtre essayant des poisons sur des condamnés à mort, il va préférer la représenter étendue à languille sur un sofa, coiffée et vêtue à l'égyptienne avec une coiffe nérette, éventée par un de ses serviteurs. Les modèles étaient variés et fort nombreux en cette fin de 19e. L'interprétation de Cléopâtre, elle est ici corroborée par ce graffiti que vous voyez, qui est laissé ici, et ce graffiti date de l'occupation allemande. Donc la personne qui avait vu cette figure l'avait identifiée également comme étant une Cléopâtre à l'époque. La Cléopâtre de la Villa Lorrains est très originale puisqu'elle réunit différents aspects de la reine antique, mais surtout le geste qu'elle effectue, bras levés, pourrait ressembler à un geste d'adoration au soleil, brandissant un bouquet de fleurs de lotus en guise d'offrande. Elle se tient devant une grande fleur de lotus ouverte qui est tournée vers elle. Une seconde, plus petite, se trouve au niveau de ses pieds, tournée dans la même direction. Suivent en montant de l'escalier 3 autres fleurs, tournées cette fois vers le soleil, qui se trouvent en haut de la volée de marche, avant le palier. Devant le soleil se dresse un cobra levé sur sa queue, enroulé dans la forme classique de l'Uranus. Il guette, peut-être signera-t-il la mort de Cléopâtre. La scène rappelle une scène d'adoration solaire, pour la première partie complètement à gauche, notamment comme les scènes amarniennes les figurent, c'est-à-dire une offrande de lotus au disque solaire. Vous pouvez voir sur la figure centrale. Les tombes amarniennes étaient connues déjà au XIXe siècle et les grands recueils comme celui de Prise d'Aven les reproduisaient déjà abondamment. Dans la Villa Lorrains, le disque solaire est placé derrière le cobra. Il dérive tout simplement du Rhéus. On peut noter et comparer cette représentation au signe hiéroglyphique N6, qui désigne le soleil, le dieu solaire Ré et ses représentations. Les fleurs de papyrus, quant à elles, que l'on trouve en bas, sont survolées par des oiseaux qui se dirigent en direction de Cléopâtre. Là encore, cette scène s'inspire d'une scène classique naturaliste que l'on retrouve fréquemment dans les tombes égyptiennes, c'est-à-dire c'est la représentation d'un marécage. Habituellement, roseaux, papyrus, lotus, d'où s'échappent des oiseaux aquatiques, des oies le plus souvent au moment de la chasse et de la pêche. À la Villa Lorrains, il n'y a pas de chasse et il est difficile d'identifier les oiseaux, apparemment de la famille des Anseriformes, qui portent sur la tête des sortes de rayons solaires, un peu à la manière du disque solaire d'Aton. La figuration des oiseaux en vol tient compte de la perspective et diffère totalement de ces modèles antiques de l'Égypte ancienne. Toujours dans la cage d'escalier, et juste au-dessus de la scène historiée, vous pouvez voir, la scène que vous voyez ici, une large frise florale surmontée dans la partie correspondant d'une fresque plutôt d'inspiration japonisante, mettant en scène une grue et un dragon, une sorte de dragon, dans un paysage luxuriant, plein de fleurs et baigné de soleil. Alors, une grande frise d'inspiration égyptienne se déroule au-dessus de cette scène, arrivant au niveau du plafond du premier étage. Même si elle se présente formellement comme une frise dorique alternant triglyphes et métopes, il apparaît que les soi-disant triglyphes sont composés de 2 colonnes lotiformes égyptisantes, se terminant par un chapiteau de fleurs de lotus à boutons fermés, encadrant un gros pilier orné de nervures végétales et surtout en son milieu d'un signe ankh.
motif qui décore fréquemment les colonnes égyptiennes inscrites. La comparaison formelle avec un motif sculpté de la tombe égyptienne de Khénamon, alternant colonnes et piliers de jade, symbole de stabilité, s'avère pertinente. Les parties correspondantes au métope sont agrémentées successivement de différentes compositions florales et surmontées de frises d'étoiles, allusion à la voûte céleste. Elles se répètent parallèlement autour d'une figure centrale ressemblant à un masque. La première métope figure un arôme, encadré d'un cartouche et de 2 hippocampes, symétriquement opposés, représentés exactement comme le sont les cobras égyptiens, les uréis, dressés levés sur leur queue, prêts à attaquer. La deuxième figure est un lys encadré dans un cartouche. La troisième montre à nouveau les hippocampes, tandis que la quatrième présente un bouquet d'arômes représenté comme le signe hiéroglyphique M15, le fourré de papyrus. Au centre de la paroi, une figure féminine, évoquant au premier abord un masque de théâtre à la grecque, les yeux vides, se révèle une figure divine. Les parois contiguës poursuivent l'alternance des motifs d'arômes, lys et hippocampes. La figure des hippocampes, emblème de la Méditerranée et de la région, compte tenu de leur présence importante dans les temps de Thot, était par ailleurs très prisée à la fin du XIXe siècle dans le courant de l'Art Nouveau. L'hippocampe a été décliné de diverses manières, dessiné notamment par Mucha dans le recueil d'ornements de Maurice Pilar-Verneuil sur l'animal, ou en ferronnerie, à l'image de ceux qui ornent la façade du Castel Béranger, dont je n'ai pas de photo ici pour des raisons de copyright, d'Hector Guimard à Paris. La figure centrale de cette frise avait été identifiée précédemment comme une représentation de Baphomet, figure liée au courant de l'hermétisme, de l'occultisme, très en vogue en cette fin de XIXe siècle. Mais le plus souvent, la figure de Baphomet était représentée sous le trait d'un homme à tête de bouc au XIXe siècle, plus anciennement et beaucoup plus rarement comme un lion à tête de femme. Donc j'ai plutôt abandonné cette idée, et la figure du Château Laurent est bien différente. Elle va s'apparenter d'une part, au premier abord, à la représentation de la tête de la Gorgone, au Gorgonéion, qu'Apollodore va décrire ainsi. À la place des cheveux, les Gorgones avaient des serpents entortillés, hérissés d'écailles, et elles avaient d'énormes défenses de sangliers et des mains de bronze et des ailes en or qui leur permettaient de voler. Cependant, malgré la concordance de détails iconographiques par rapport au Gorgonéion, le style rappelle davantage l'Égypte antique et l'Orient. Il faut peut-être chercher plutôt du côté des divinités, comme les divinités mésopotamiennes, Ishtar, Astarté, déesse à la fois de la fertilité, mais aussi redoutable guerrière qui joue un rôle prophylactique et possède de tels attributs. Tiare à cornes, aile et représentation frontale. Les déesses syro-palestiniennes Anat et l'égyptienne Kedeshek portent les mêmes attributs. Elles sont toutes des figures apotropaïques, déesses guerrières et bienveillantes. D'autre part, vous pouvez voir en bas une représentation qui est très convaincante pour cette interprétation comme Astarté. C'est au XIXe siècle, le peintre anglais John Singer Sargent, en 1893, a peint cette toile d'Astarté que vous pouvez voir avec ces mêmes attributs. Le plafond aux oiseaux. Le plafond de la cage d'escalier de la villa présente un décor égyptisant avec un enchevêtrement de 4 oiseaux, tenant dans leur serre une sorte de cartouche vide ou des signes chénis. Cette composition fait référence au décor de plafond de temples funéraires ou de tombes de l'Égypte antique, qui figure la déesse vautour Nerbet en serrant un signe chéni. Le plafond, vous voyez les détails que j'ai repris dans Prise d'Avenne notamment. Dans la Villa Laurens, des artistes semblent s'être inspirés de ce motif, mais en le détournant et en le réinterprétant, entrelaçant les corps des animaux et des cartouches, tout en fluidité, mais en adaptant une forme symétrique, presque héraldique, et laissant le cartouche vide au centre du motif. L'oiseau n'est manifestement pas un vautour comme en Égypte, mais pourrait bien être un flamant rose. En effet, le bec crochu des oiseaux du plafond de la Villa Laurens évoque celui des flamants roses, au très long cou, large bec crochu et aux pattes palmées. Le bestiaire Art Nouveau les a également fréquemment utilisés, l'Égypte ancienne très peu, et avec beaucoup d'inexactitudes anatomiques. Le choix du flamant rose pourrait tout à fait s'inscrire dans une logique régionale et se mêler aux influences historicisantes d'une iconographie méditerranéenne au sens large, comme un clin d'œil local de l'artiste à la complexité du décor. Le décor du plafond rappelle aussi
que l'on trouve dans les escaliers, celui des 2 coqs que l'on trouve en bas des escaliers, et dont des représentations analogues ont été peintes dans le palais de Thé à Mantoue à la Renaissance. La frise, qui s'associe à la moulure de plafond, est elle aussi d'inspiration égyptienne, avec un motif végétal. Premier étage, juste au-dessus de l'atrium Mandara, se trouve un hall avec au centre une balustrade permettant d'avoir une vue sur le bassin à l'espace du rez-de-chaussée, éclairé de manière zénitale par une verrière. Le garde-corps est orné de balustres en forme de colonne lotiforme, avec chapiteaux en forme de colonne de lotus fermée, d'inspiration égyptienne, que l'on va retrouver aussi à l'étage de la verrière et sous une forme encore plus stylisée sur les terrasses du bâtiment. Les balustres d'encre sont plus massives et traitées de manière différente, dérivant un motif de l'acanthe corinthienne selon le goût de l'Art Nouveau. Les portes des chambres de l'étage conservent la thématique égyptienne. Les portes sont surmontées de ces fausses corniches à gorge moulurées, qui sont juste des corniches à gorge suggérées, et se différencient des portes du péristyle et de l'atrium Mandara. Les montants de l'encadrement de portes sont ornés d'un décor végétal typiquement Art Nouveau. Je vais vous montrer des détails des balustres. Vous voyez en haut les balustres les plus détaillés avec la colonne notiforme, au niveau de la verrière moins détaillée, et sur la toit terrasse complètement stylisée. La forme est toujours la même, mais est de plus en plus stylisée en montant les étages. Alors, le décor mural, voilà le décor mural floral, toujours d'inspiration égyptienne. Donc là, j'ai indiqué à chaque fois les similitudes avec les recueils traditionnels d'ornement. Je reviendrai un peu sur ce qui se passe en haut du panneau décoratif de part et d'autre de la grande fleur de papyrus, et pas un motif en forme de volute. Je pense que je n'ai plus de temps, c'est ça. Bon, donc, je vais alors juste, laissez-moi 2 minutes, je vous montrerai le laboratoire d'Emmanuel Laurens, et je tenais quand même à vous montrer une frise qui a été restituée à partir de quelques... une frise restituée à partir de quelques éléments qui subsistaient, avec comme interprétation une divinité anthropomorphe à tête de canidé et la présence d'un ibis. Très curieusement, la divinité à tête de canidé s'avère très comparable au Baou de Neken, et l'ibis, la présence de l'ibis est sans doute un jeu graphique qui utilise l'écriture de Baou en utilisant un seul oiseau et en transformant le jabiru en ibis pour ce jeu graphique. Vous voyez aussi qu'il manque une jambe à la déesse, à la divinité. La divinité avec la jambe repliée, il manque une jambe à chaque fois. Il tient un vase également, ce qui n'est normalement le geste, c'est se frapper la poitrine. Ici, il tient un vase et l'oiseau. Donc je ne peux pas détailler beaucoup plus, sinon je vais me perdre dans des digressions et je vais conclure. L'éclectisme du décor antiquisant, oriental et égyptisant de la Villa Laurens se mêle avec force à un style Art Nouveau novateur. Son originalité réside justement dans le fait qu'il n'est ni égyptomaniaque, ni pompéien, ni oriental. Sans vouloir être une copie fidèle de l'antique et du médiéval, il en est une interprétation réussie, un intérieur utopique tel que l'avait rêvé Emmanuel Laurens et ses amis. Quelques détails inattendus, sous la forme d'allusions graphiques, jalonnent le programme décoratif du corps du bâtiment principal, tous unis par une thématique emblématique régionale. L'usage de la pierre de lave, du marbre noir, la présence de la cigale, puis du taureau, du bucrane, le figuier, la vigne dans l'atrium Mandara, l'hippocampe à la place des traditionnels cobras égyptiens dans la frise égyptisante du premier étage de l'escalier, et au plafond 2 flamants roses en lieu et place des habituels vautours égyptiens, sont autant de clins d'œil à peine cachés de l'artiste pour faire de ce décor antiquisant et oriental une allégorie du Languedoc et de la Méditerranée.